René Guénon, forme traditionnelle et cycle cosmique. Avant-propos. Les articles réunis dans le présent recueil représentent l'aspect le plus original peut-être, le plus déconcertant aussi pour nombre de lecteurs de l'œuvre de René Guénon. On aurait pu l'intituler « Fragment d'une histoire inconnue », mais d'une histoire qui englobe proto-histoire et préhistoire, puisqu'elle commence avec la tradition primordiale contemporaine des débuts de la présente humanité. Ce sont des fragments destinés à demeurer tels, en ce sens qu'il eût été sans doute impossible à Guénon lui-même de présenter cette histoire de manière continue et sans lacune, car les sources traditionnelles qui lui en ont fourni les éléments étaient vraisemblablement multiples. Ce sont des fragments aussi, en un autre sens, car on n'a pu réunir ici que les textes non encore incorporés dans de précédents volumes, soit par Guénon lui-même, soit par les compilateurs de recueils posthumes déjà publiés. Tels quels, ces fragments nous ont paru ouvrir tant d'horizons nouveaux pour le lecteur occidental d'aujourd'hui qu'il eût été regrettable de les laisser enfouis en des collections de revues accessibles seulement dans quelques grandes bibliothèques publiques. Nous avons fait allusion à des sources traditionnelles multiples. C'est ici le lieu de rappeler ce qu'a écrit un jour René Guénon, à savoir que ces sources ne comportaient pas de référence. Cela est plus vrai encore pour les textes ici rassemblés que pour d'autres parties de l'œuvre de Guénon. Aussi, le présent recueil est-il destiné, dans notre esprit, principalement aux lecteurs qui ont déjà connaissance de l'ensemble de l'œuvre de l'auteur. La métaphysique exposée par Guénon sera pour eux la caution de l'histoire de la tradition. Dans les textes qu'on va lire, c'est surtout ce qui touche à l'hyperborée à l'Atlantide, qui sera une pierre d'achoppement pour certains, car presque tout ce qui en est dit se trouve à contre-courant des idées qui prévalent, en général, dans le monde scientifique occidental. Les points de convergence seraient, croyons-nous, plus nombreux avec les résultats de la recherche scientifique dans le monde soviétique, mais ceux-ci sont trop imparfaitement connus ici pour qu'on puisse utilement en faire état. D'ailleurs, étant donné le caractère préhistorique évident des époques auxquelles nous reportent les traditions hyperboréennes et atlantéennes, on ne saurait évoquer que des indices, au mieux quelques faisceaux d'indices, la plupart se situant dans les domaines de l'ethnographie, de la linguistique comparée et des religions. C'est ainsi qu'on pourrait mentionner la communauté de certains rites, la parenté plus ou moins étroite de plusieurs autres, en particulier de la circoncision pratiquée des deux côtés de l'Atlantique. L'architecture et l'archéologie apporteraient sans doute quelques appuis. On sait qu'après l'avoir nié pendant des générations, les savants ont dû, depuis la découverte de quelques cryptes funéraires, admettre que les pyramides du Nouveau Monde étaient à usage non seulement de temples, mais aussi de tombeaux et parfois d'observatoires, tout comme celles de l'Égypte. Il reste que cet ensemble de données ne peut encore une fois, du point de vue de la science officielle, apporter que des indices, non des certitudes, quant à la présence de l'homme dans un continent atlantidien, l'existence même de ce dernier, aux époques géologiques antérieures, n'étant plus discutée. L'étude sur les cycles cosmiques par laquelle s'ouvre le recueil en raison de son caractère de préambule n'offre pas de difficulté particulière, l'existence d'une doctrine des cycles dans la tradition hindoue étant généralement connue en Occident. On sait maintenant que des théories cycliques existent également dans la Kabbale juive et dans l'ésotérisme islamique. Pour donner plus de cohérence à ce recueil, on a retenu seulement, outre les études de l'hyperborée de l'Atlantide, celles qui concernent des traditions non chrétiennes ayant eu une influence directe sur le monde occidental, c'est-à-dire la tradition hébraïque et les traditions égyptiennes et gréco-latines. Le celtisme pourtant n'y figure pas, non plus que l'islam. Ce n'est pas qu'on mésestime loin de là le rôle de ces deux traditions. Simplement, ce qui, dans l'œuvre de Guénon, concerne le celtisme a été intégré dans le recueil intitulé « Symboles fondamentaux de la science sacrée ». Ce sont les études sur le Saint Graal, sur la triple enceinte druidique, sur la terre du soleil et sur le sanglier de l'ours. En ce qui concerne l'islam, le seul article de Guénon ayant un rapport avec le présent sujet est celui intitulé « Les mystères de la lettre Noun », qui forme le chapitre 23 des symboles fondamentaux. Pour les traditions hébraïques et égyptiennes, on complétera les études contenues dans le présent recueil par le chapitre 21 du règne de la quantité et les signes des temps, sur Cain et Abel,
et par le chapitre 20 des symboles fondamentaux intitulé Chet. Cela étant précisé, il faut ajouter que le volume présenté aujourd'hui ne peut en tout cas être entièrement séparé des 3 livres suivants considérés dans leur totalité: Le Roi du Monde, Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, et les symboles fondamentaux de la science sacrée. Nous permettra-t-on d'ajouter que les connaissances cosmologiques traditionnelles renfermées dans ces 4 livres constituent une somme qui n'a sans doute son équivalent dans aucune langue. Roger Maridor.